Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, alors je poursuis le récit de ces retrouvailles avec mon père, poète métis que je n'avais pas vu depuis 25 ans et que de toute façon je n'avais jamais connu. Ce qui n'a pas empêché mon père et moi de poursuivre un dialogue invisible par-delà l'absence, que l'absence de la présence finalement fut plutôt prégnante dans nos existences respectives. Alors, je vous ai raconté qu'il était accompagné d'un prêtre missionnaire et que nous nous étions donné rendez-vous dans un restaurant qui porte le nom de, de militaire, non pas de personnalité militaire, mais de fonction militaire. Et de mon côté, j'étais accompagné de ma nouvelle amoureuse qui souhaitait rencontrer mon père. Alors, mon père nous racontait, ce qui nous a beaucoup ému, beaucoup touché, nous racontait qu'il a été le premier poète à introduire une lecture de poésie dans un pénitencier fédéral. Il y a déjà longtemps. Alors, il avait donné une lecture, je présume, de sa propre poésie, et qu'au début, les détenus étaient plutôt rébarbatifs à l'arrivée de ce poète. Et que, avec la complicité du régisseur, il s'était entendu que si les détenus se montraient trop récalcitrants à écouter sa parole, eh bien, ils éteindraient les lumières le temps nécessaire de les faire taire. Ce qui fut fait, et mon père a pu lire, a pu introduire de la poésie dans un pénitencier. Il a été, semble-t-il, le premier à l'avoir fait. Aussi, un autre ami qui connaît bien la question de, de l'emprisonnement, la question des détenus. Il la connaît bien tant sur le plan théorique que sur le plan politique. Me racontait que l'arrivée massive de prisonniers politiques, à savoir les Felkis qui ont été incarcérés à la suite des événements des années 60 et des années 70, le contact entre les droits communs et les politiques a créé une nouvelle dynamique à l'intérieur des murs de la prison. Révélant les premiers, les politiques, révélant au deuxième qu'au fond, peut-être, tous les crimes étaient de nature politique. Et que les droits communs avaient voulu s'emparer de manière fortuite, de manière illégale. Ce qu'on nous proposait à l'envi, du matin jusqu'au soir, à savoir le luxe, le confort, le bien-être, c'est que la seule chose, presque nous, que l'on nous sert à journée longue, on appelle ça de la publicité. Moi, j'appelle ça de la propagande. Une propagande de tous les instants, qui jamais ne resserre sa funeste étreinte. Et en plus que les lois sont bien souvent faites calquées sur les lois qu'on dit divines. Et que ceux qui sont là pour les appliquer, ces lois-là, ils le font avec l'autorisation du divin. Ils le font de droit divin, autrement dit. Que le reflet de ce qui se passe ici-bas est à l'exacte mesure de ce qui s'y déroule en haut. Que le haut et le bas sont unis. Si vous êtes né beau et riche, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Que vous êtes prédestiné en quelque sorte à être un élu. Et que si vous êtes né dans un milieu misérable, dans un milieu pauvre, culturellement, économiquement, un milieu aliénant, c'est que Dieu l'a voulu également ainsi. Alors, ces détenus politiques ont expliqué
à ces détenus de droit commun qu'en réalité, il n'était rien, que ce système-là était fondé sur l'arbitraire des armes, et que l'injustice qui sévit dans nos sociétés ne sont pas le reflet d'un ordre divin. Du moins, l'espérons-nous. Autrement, nous aurions toutes les raisons du monde de nous révolter contre cette conception de Dieu. Les monastères sont vides au Québec. Peut-être que Dieu s'est réfugié dans ces monastères d'enfermement que sont les prisons. Mon père nous révélait qu'on y écrit beaucoup dans les prisons. On s'y languit beaucoup. On y prie beaucoup. On y espère beaucoup. On y attend tout dans les prisons. Les prisons sont peut-être devenues les seuls temples où les vraies prières sont dites. Prières d'espérance, prières d'amour, prières de livraison, de délivraison, de libération. Pour ma part, dès qu'un homme a été capturé, a été sentencé, a été encellulé, à défaut d'avoir mon amour, mon amitié, mon respect, il a assurément ma compassion. Les conditions dans lesquelles il est détenu doivent être humaines. Pas juste pour lui, pour nous aussi. Parce que ça en dit long sur une société, ça en dit long sur ce que nous sommes, dans la façon dont nous appliquons les peines. Que l'on peut juger mérité ou non, mais ça en dit long sur ce que nous sommes, ça en dit bien davantage sur ce que nous sommes, la façon dont nous traitons les autres. Oui, le détenu a été exclu, a été banni temporairement ou sur une longue durée parce qu'il a commis des gestes que la société a jugés répréhensibles et la société a jugé normal et souhaitable qu'il soit mis à l'ombre pour l'empêcher de nuire à nouveau. Nous acceptons cette règle du jeu-là, mais nous n'acceptons pas qu'une fois un individu incarcéré, qu'on lui fasse subir de mauvais traitements. Alors, mon père s'est présenté en poète et il a offert sa propre poésie à ces hommes-là, encellulés. J'avais déjà commis une autre vidéo, mais j'ai eu des problèmes une fois de plus avec mon logiciel. Ça m'exaspère. J'avais dit un certain nombre de choses que je n'ai même plus envie de répéter. J'avais dit un certain nombre de choses aussi qui m'étaient venues soudainement, animées par le flux de la parole pensante. Et mon père nous révélait que dans notre famille, il y avait beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires métis. Qu'il était important de savoir reconnaître le terrain, reconnaissance du terrain. Savoir si le terrain était glissant ou si le terrain était miné. Et il m'a salué. Il a salué mon implication politique. Au sein d'un parti politique traditionnel, vous le savez. Simplement parce que je ne crois pas qu'on doit repartir de zéro dans certaines situations. Et je ne crois pas non plus que la perspective de trop lointaine de prendre le pouvoir peut servir nos intérêts supérieurs. Alors j'ai choisi de joindre les rangs d'un parti politique porté par un idéal de libération collective. Il m'apparaît nécessaire de se libérer sur le plan personnel de nos chaînes. Mais il m'apparaît nécessaire également nécessaire de travailler à nous libérer de nos chaînes collectives également. Il peut y avoir de libération individuelle sans libération collective et réciproquement. Vous avez reconnu ma petite chatte, qui depuis quelque temps est extrêmement affectueuse avec moi.
Écoutez, je vais poursuivre demain. Demain, je vais poursuivre sur cette lancée de mon père retrouvé et de cet effet-là que ça a provoqué chez moi. Mon individuation, c'est-à-dire devenir moi-même le plus que je peux, au meilleur de mes capacités, est devenu une nécessité absolument incontournable. Vient un moment dans la vie d'un être humain où il doit se réaliser coûte que coûte et y mettre tous ses efforts, y mettre toute son énergie. Voilà. Alors la suite demain, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.